Maître Fourré, cher Pierre-Yves, bonjour. Maître Oudard, cher Laurent, bonjour. Pierre-Yves, cela fait près de 25 ans que tu exerces la profession d'avocat, presque autant de temps consacré à la défense des acteurs de santé, qu'ils soient administratifs comme des directeurs d'établissement, des directeurs d'agence, de l'administration centrale, mais aussi des acteurs du soin, et je pense bien sûr aux médecins, mais aussi aux infirmiers, kinés et j'en oublie. Tu as une pratique importante des tribunaux correctionnels, de leur cour d'appel, de la Cour des comptes, de l'ex-CDBF. Tu viens de consacrer un numéro spécial du service public au sujet de la protection fonctionnelle, sujet ô combien délicat et difficile, et tu as accepté, je t'en remercie, de te prêter au jeu des questions-réponses sans langue de bois. Commençons immédiatement par une première question. Considères-tu qu'il y a une augmentation des demandes de protection fonctionnelle qui serait liée à la judiciarisation de la santé? Ce que l'on peut dire, c'est que la judiciarisation du monde de la santé, du monde sanitaire et social est une réalité. On ne peut pas être dans le déni qu'aujourd'hui, les situations de conflit, de tension sont de plus souvent examinées par des juridictions pénales, ordinales, financières, administratives, civiles, et que cette judiciarisation est présente. Cela induit nécessairement, mécaniquement je dirais, un enjeu nouveau qui est celui de l'octroi de la protection fonctionnelle, qui est en réalité, ne l'oublions pas, une obligation de toute collectivité publique qui doit à tout agent mis en cause dans l'exercice de ses fonctions une protection. C'est aussi, je crois, la force d'une collectivité publique que de savoir défendre les siens. La protection fonctionnelle se limite-t-elle à la prise en charge des honoraires de l'avocat de l'agent, ou y a-t-il une teneur et une consistance plus importantes? Ça ne se réduit pas à cela. C'est évidemment une chose importante, essentielle, mais ça ne se réduit pas à cela en ce sens que lorsqu'on est un agent mis en cause, se savoir défendu par son institution, par sa collectivité, c'est un appui qui est absolument essentiel et décisif, qui inclut naturellement et notamment la prise en charge des frais de défense, d'autres aspects également qu'il ne faut pas méconnaître, mais c'est surtout un dispositif qui est fondamental quand on est mis en cause. Alors, il y a les cas d'agression verbale ou physique des agents. Là, je suppose que tu me confirmeras que la protection fonctionnelle est octroyée quasi automatiquement. Je confirme, elle fonctionne tout à fait bien, elle est tout à fait entrée dans les mœurs et c'est quelque chose qui ne pose pas de difficulté à ma connaissance majeure. Parlons alors des cas frontières. Je vais te donner un exemple, c'est celui du médecin hospitalier qui considère que son chef de service le harcèle, mais ça peut être aussi le cas du directeur adjoint avec le directeur de l'établissement. Que fait-on alors? Comment octroie-t-on la demande de protection fonctionnelle? Sur ces cas frontières, on est assurément et bien souvent dans des situations plus délicates, plus difficiles, qui requièrent que la demande de protection fonctionnelle fasse l'objet d'une analyse préalable, et c'est tout à fait normal. La limite est souvent le point de difficulté et de savoir jusqu'où l'on va pour ne pas basculer dans quelque chose qui pourrait être tout à fait redoutable, une forme de préjugement, une forme de présomption de culpabilité qui poserait vraiment un certain nombre de difficultés et surtout les critères qui permettent de considérer qu'une protection doit être déclenchée ou non, avec parfois le sentiment d'une analyse au cas par cas. Oui, je souhaite en parler parce que, à l'évidence, on peut considérer que nous franchissons la frontière de la présomption de culpabilité, ce qui est non seulement tout à fait inadmissible, mais qui serait, et peut-être vas-tu me le confirmer, une atteinte à la présomption d'innocence, et une atteinte grave. Je pense qu'on peut saluer cette circulaire puisqu'elle vient apporter un certain nombre d'éléments d'explicitation sur le dispositif qui permet d'octroyer une protection fonctionnelle. La difficulté que nous pouvons percevoir en revanche, et les interrogations que peut susciter cette circulaire, touchent au périmètre d'analyse qui peuvent donner le sentiment d'un contrôle un peu tatillon, voire excessif, voire d'une immixtion dans la conduite d'une défense, avec, je rejoins tout à fait ton propos, le risque de se trouver confronté à une présomption de culpabilité, alors que l'un des principes de notre droit, et c'est un principe fondamental, est toujours celui de la présomption d'innocence,
avec derrière une problématique qui peut être, encore une fois, bien difficile, de préjugement et de préculpabilité, ce qui n'est pas le lieu d'une protection fonctionnelle. À cet égard, je crois important d'attirer l'attention sur une décision fondamentale du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2024, elle est tout à fait récente, et le Conseil constitutionnel, dans cette décision remarquable, a considéré que la protection fonctionnelle doit être déclenchée lorsque l'agent est mis en cause et qu'il ne faut pas attendre des poursuites pénales effectives d'ores et déjà engagées. Je pense que cela invite à reconsidérer et à repenser cette notion de protection fonctionnelle dans toute son étendue et dans toute son importance. Je te remercie. Je voudrais revenir sur la position parfois très délicate du directeur d'établissement. En octroyant la protection fonctionnelle à l'un ou à l'autre, parfois, cela peut induire des conséquences tout à fait délétères pour l'établissement, pour son fonctionnement et pour le service. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Le directeur n'est pas un juge. La jurisprudence sur ce sujet-là est intelligente et apporte des réponses pertinentes. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le décideur et qu'on est saisi d'une demande de protection fonctionnelle et que cela peut susciter un certain nombre de difficultés, de contraintes paradoxales parce qu'on est soi-même mis en cause ou parce qu'il y a des enjeux plus larges, la jurisprudence pose le principe d'impartialité qui fait que quand on n'est pas soi-même en mesure de donner une réponse, eh bien il est tout à fait logique d'en référer aux autorités du tutelle qui, bien souvent, sont en mesure de déployer des analyses collégiales partagées qui apaisent et qui donnent des réponses constructives. Venons-en aux honoraires, et là on va en parler franchement. Bon, il faut bien évidemment, et tu me le confirmes, une convention tripartite entre l'agent, l'établissement et l'avocat. Et la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais parfois, on peut imaginer, et on le voit, des demandes exorbitantes de certains de nos confrères, et à l'inverse, un refus, ou en tout cas, la volonté de réduire considérablement les honoraires qui sont réclamés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois les choses? Ce que je crois, c'est qu'une bonne défense pénale, c'est comme une bonne prise en charge hospitalière. Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'engager dans des dépenses inconsidérées. On comprend très bien la préoccupation des administrations publiques dans le contrôle de l'honoraire. Toute la question, ça va en réalité être d'utiliser les bons critères et la bonne méthodologie pour apprécier l'honoraire, qui est indissociable évidemment de la conduite d'une défense et de son contenu. Et c'est là où le bât blesse avec la circulaire qui suscite un certain nombre d'interrogations, parce que ce sentiment d'un contrôle un peu tatillon, un peu formel, peut poser un certain nombre de problèmes, notamment, je prends l'exemple parmi d'autres, de la justification des conclusions écrites qui sont déposées devant une juridiction correctionnelle pour justifier des honoraires. Ça pose deux problèmes. Le premier problème est celui bien connu des avocats du secret professionnel, parce que conduire une défense avec une personne mise en cause, évidemment, c'est toujours se placer dans le colloque singulier de l'avocat et de son client. Ça pose une deuxième difficulté, c'est qu'en matière pénale, les conclusions ne sont qu'une option, la procédure est orale, et que c'est bien mal connaître le juge pénal et la préparation d'une audience que de savoir qu'il faut en amont la préparer minutieusement et que tout ce travail qui n'est pas visible quand on le regarde de loin est en réalité le temps absolument essentiel. Et que ce qui aujourd'hui pose sans doute une difficulté et un vrai problème est celui que les institutions de l'ordre des avocats et de la cour d'appel qui habituellement connaissent ces sujets de contrôle de la protection fonctionnelle et de l'honoraire en sont exclus en cas de protection fonctionnelle, ce qui est quelque chose à mon sens de regrettable. Et on pourrait imaginer, puisque le Conseil constitutionnel a invité le législateur à revoir ce dispositif au 1er juillet 2025, de réfléchir à la création d'une commission d'organes plus collégiales qui permettrait d'associer les ordres des avocats, les cours d'appel et les magistrats judiciaires pour déterminer et réguler le montant des honoraires quand il y a des contestations. Cela peut arriver naturellement et j'en terminerai mon propos par cela, c'est-à-dire que pour apprécier l'honoraire, il faut savoir de quoi on parle exactement et on ne peut être expert que dans le métier que l'on pratique. Eh bien, cher Pierre-Yves, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour la défense des acteurs de santé. Merci.